Si ça marche. Bonjour, juste une petite question. J'ai un ami à moi qui se marie, là, Nicolas Savon, je crois que c'est fin avril ou début mai. Ouais. Comment je fais pour pouvoir faire le... Comme ça, c'est bien là. On m'entend? Non, on m'entend pas. Si. Allô, allô. Allô, allô, allô. Mesdames et messieurs, le conseil d'arrondissement va commencer. Eh ben, comme Monsieur Canicave. Non. Bon. Comme j'ai donné vos deux numéros, si tu veux, je peux aussi l'avoir. Bon. Nous allons donc commencer. Nous sommes le mardi 5 avril et je tiens à vous signaler que c'est le premier conseil d'arrondissement de l'année où il fait jour quand nous commençons. C'est important. C'est l'arrivée du printemps. Et donc, nous allons commencer par l'appel des... Non, d'abord, je vais dire bonjour. Je vais dire bonjour, donc, mesdames et messieurs les élus, les conseillères et les conseillers, mesdames et messieurs qui assistez dans la salle du conseil, ainsi que mesdames et messieurs qui nous regardez sur Facebook et YouTube, merci de nous suivre. J'en profite pour rappeler que le conseil d'arrondissement est public, ouvert à chacun d'entre vous,
si vous le souhaitez, et que vous pouvez venir. Il y a encore des places disponibles et c'est quand même une belle expérience. Et donc, Monsieur Di Ferrero. Bon. Alors Donc, finalement, ça sera Monsieur Rupnik. et finalement, ce sera Monsieur Rupnik qui va faire l'appel. Monsieur Rupnik, c'est à vous. Micheline Abour. Marie-Hélène Amsalem. Pierre Benaroche. Yvon Berland. Excusez, me dit-on. Jean-Marc Bonafou. Véronique Brambilla. Joël Canicave. Daniel Casanova Gavino. Monsieur Pierre Secaldi. Monsieur Frédéric Collard. Madame Alexandra D'Agostino. Madame Pauline Delage. Madame Rosette Denia-Salon. Monsieur Didier El Rarbay. Monsieur Lee Ferrero. Madame Olivia Fortin. Monsieur Christophe Hugon. Monsieur Lucas Inchiappa. Monsieur Cédric Jouve. Madame Christine Juste. Madame Isabelle Lossine. Monsieur Pierre Lemery. Monsieur Baptiste Luçon. Monsieur Bernard Maranda. Madame Juliette Masson. Madame Anne Meillac. Monsieur Olivier Ménétrier. Monsieur Éric Méry. Monsieur Xavier Méry. Madame Marie Michaud. Monsieur Yves Morène. Monsieur Lourdes Mounien. Monsieur Elliott Perenchio. Monsieur Ludovic Pernet. Madame Catherine Pila. Madame Nora Preciosi. Madame Richard Donat. Madame Rox Sophie. Monsieur Alexandre Rupnik. Présent. Madame Christelle Simonetti. Madame Nathalie Tessier. Madame Martine Vassal. Madame Elisabeth Venton. Monsieur Cyprien Vincent. Madame Serena Zouagui. C'est terminé? Oui, le quorum est atteint, monsieur le maire. Alors, le quorum est atteint et donc notre séance peut valablement démarrer. Nous allons commencer par l'approbation du PV de la précédente, du précédent conseil d'arrondissement du 1er mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce PV est adopté. Et nous allons commencer par un premier rapport qui devrait éveiller nos papilles culturelles. Un rapport qui va mettre de l'ambiance pour tout l'été et pour toute la saison culturelle de notre mairie de secteur. Et nous aurons peut-être plus tard des sujets moins ludiques, mais en attendant, la parole est à Monsieur Jouve, adjoint aux arts et aux cultures. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport numéro 1, rapport d'arrondissement sur notre ambition culturelle en 2022, ambition affirmée et réaffirmée.
Comme vous le savez, en 2020 et 2021, le monde de la culture a beaucoup souffert de la crise sanitaire du Covid. Et notre devoir en tant que pouvoir public était de soutenir le monde de la culture, les artistes, les intermittents, à travers de la commande publique. Ce que nous avons fait dès que cela a été possible, en multipliant les actions et les événements pour toutes et tous sur l'ensemble de notre territoire. Les principes structurant notre action culturelle pour une mairie essentiellement culture avec un S sont de 3 ordres. Proximité, diversité et éducation populaire. En proximité, car nous devons aller au cœur des quartiers pour apporter la culture partout, pour toutes et tous. La diversité, car nous souhaitons multiplier les formes d'art et de culture pour que chacun découvre des cultures extrêmement diversifiées. Et bien sûr, l'éducation populaire, car il est de notre devoir d'éveiller les citoyens à toutes sortes de cultures, à un esprit critique, à une tolérance, à une ouverture. C'est ce que nous faisons à travers de nombreuses médiations. Mais l'ADN de tous ces principes que vous pouvez voir qui sont beaucoup plus importants que 3, sont les droits culturels. Les droits culturels stipulent que tout le monde a le droit à la culture, tout le monde est porteur de culture, et tout le monde peut faire culture ensemble. La culture n'est pas verticale, elle est transversale, et nous faisons ensemble la culture. Ce sont ces ingrédients qui nous ont permis de créer un cocktail détonnant, je dirais, extrêmement riche, avec le service culture et les autres services de la mairie pour cette année 2022. Vous pouvez voir ici la richesse de ces propositions. Alors je vous rassure, je ne vais pas passer des heures, parce qu'on pourrait passer des heures à tout expliquer tellement c'est riche, mais non, je vais passer seulement quelques minutes et détailler chaque action. On parlait d'éducation populaire, un événement actuellement encore en cours, jusqu'en juin, ce sont les universités populaires du 6-8, dans le cadre de la saison universitaire, on va dire, d'octobre 2021 à juin 2022. C'est un cycle de conférences sur la transition, avec un focus cette année sur l'écologie urbaine. Il s'agit d'aller tous ensemble dans la transition, d'en comprendre ses enjeux, de maîtriser certains outils pour aller vers un changement collectif. La proximité est aussi de mise dans cette action avec les lieux qui sont tournants. Nous allons de centre d'animation en centre d'animation pour irriguer tout le territoire. Vous pouvez voir ici les prochains thèmes des conférences. Donc, par exemple, le 28 avril, Sol vivant pour une biodiversité urbaine, ou le 16 juin, nous aurons un témoignage extrêmement intéressant de Julien Guimard pour parler de la transition de la vallée du Gapeau de façon donc plus systémique et plus globale. Ça se passera à Bagatelle. Le thème de 2022-2023 est encore à définir. Éducation populaire toujours, avec l'exposition Privatopia qui vient de s'achever il y a seulement quelques jours. C'est un projet art-science sur la dynamique géographique dans le 6-8 au XXe siècle. Et donc ça a permis de s'interroger sur les fragmentations urbaines, les fracturations socio-spatiales. C'était un très beau partenariat avec la mairie, la Maison de l'Architecture et de la Ville, le Vidéodrome et bien entendu l'Université Aix-Marseille avec la géographe Elisabeth Dorier. Donc durant ce mois de médiation, nous avons pu, comme nous l'avions fait dans Macor-les-Murs, accueillir de nombreux groupes, à peu près 25 groupes, pour expliquer ces sujets qui sont un petit peu complexes, et à travers les œuvres d'Anke Dorbauer, qui était donc l'artiste allemande ici exposée. Et il y a eu aussi dans ce cocktail une conférence avec des chercheuses, ainsi que des documentaires au Vidéodrome. Alors plongeons maintenant au cœur d'un quartier. Voilà, plongez donc dans le quartier de Sainte-Anne, avec le festival Oh ma parole, version 2, du 9 mai au 29 mai. Donc il s'agit d'une infusion pendant 3 semaines d'un territoire autour de la parole, de la poésie, du partage, avec un cœur de festival qui est Place Bavrel, mais il va y avoir des actions dans tout le quartier Sainte-Anne et des actions aussi hors les murs. C'est un festival très innovant dans sa forme, déjà sur son temps long en termes d'infusion sur l'ensemble du territoire, avec un collectif d'artistes qui conçoit avec nous ce festival pour la 2e année. Il y aura plus de 30 heures d'ateliers d'écriture dans les écoles, les centres d'animation, les centres sociaux, les EHPAD, et plus de 35 propositions artistiques. Voilà, on aura aussi des scènes ouvertes pour donner la parole et pour être toujours dans cette dimension participative. Vous pouvez voir ici quelques photos de l'édition de l'année dernière avec 2 mots-clés, la proximité et le côté participatif.
Voilà, donc on parlait d'art de la parole, maintenant on va parler un peu d'art du rire, art de la drôlerie, avec le Dakiling, donc qui vont exciter nos zygomatiques le 15 mai, avec des spectacles de drôlerie dans le parc de Bagatelle, coproduit avec le Dakiling encore cette année. Donc 3 spectacles. L'année dernière, nous avions 3 spectacles aussi qui ont rencontré un succès fou, donc extrêmement populaire, avec plus de 2200 spectateurs, un public extrêmement familial, comme vous pouvez voir sur les images. Et l'année qui vient, les 3 propositions qui ont été faites sont toujours empreintes de légèreté, un côté très décalé. Donc vous pouvez voir là les 3 propositions. Donc par exemple, le GIGN, le groupe d'intervention globalement nul, qui je pense va nous tirer des larmes de rire. Voilà, c'est certainement une proposition à aller voir absolument. Donc là, on va passer d'un univers de tendance clown qui est très loufoque et enchanté à « Et si on chantait tous ensemble ?» dans le cadre des rencontres vocales, 2e édition, le 11 et le 12 juin. Voilà, donc tout ce que vous avez toujours rêvé autour des pratiques vocales, sans jamais oser le demander. Donc là, ça va se passer à Bagatelle, mais aussi dans nos centres municipaux d'animation, dans le 6e, dans le 8e, l'école Chabanon, et aussi un concert professionnel de chœur professionnel à l'église Notre-Dame-du-Mont. Voilà, donc de la médiation avec des ateliers seniors et scolaires, des rencontres professionnelles. Et il y aura à peu près 18 ateliers dans le parc de Bagatelle. Vous pourrez vous exercer au corporythme, au chant canon, au chant des pays de l'Est, au circle song. Voilà, donc vous pourrez vraiment vous éclater, pousser la chansonnette. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, puisque c'est vraiment grand public et c'est une pratique très populaire à Marseille avec des centaines de chœurs. On peut voir de l'année dernière donc quelques photos. Voilà, le côté très participatif donc est à l'honneur, comme je vous le disais. Alors maintenant, petit moment de suspense, mais je pense que vous savez déjà ce dont je vais parler. Le festival qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter, évidemment. Musique à Bagatelle, donc qui est de festival, on va dire, hein, de Bagatelle depuis des années. Donc du 23 au 26 juin, festival de musique avec un S, puisque c'est un format que nous avons modifié l'année dernière et qu'on va réitérer dans cette nouvelle édition, avec 4 journées consécutives, plus de densité, plus de variété de styles, avec classique, jazz, fusion, danse. Donc nous aurons une carte blanche avec le conservatoire, comme l'année dernière, pour le classique et le jazz, avec des programmations dans l'après-midi et en soirée. Ensuite, nous irons plutôt sur une ambiance festive, avec une musique fusion, donc musique du monde, rythme cubain, jazz, avec en première partie Siska, une artiste locale qui est vers la Pointe-Rouge, qui est extrêmement talentueuse. Vous pouvez voir d'ailleurs un streaming sur Internet d'elle sur la plage de chez Dédé, qui est vraiment très très bien fait. Et en deuxième partie, la guest star, c'est la Dame Blanche, qui est une artiste qui commence à beaucoup tourner dans les festivals un peu partout dans le monde, qui est cubaine, percussionniste, flûtiste et très belle chanteuse. Et son deuxième album est résolument engagé dans le féminisme, sur des thématiques voilà, de figures de femmes et sur tout ce que ça signifie en termes de dénonciation des violences sexuelles et sexistes. Et le dernier jour, nous aurons à nouveau le plaisir d'accueillir le Ballet national de Marseille pour une très belle proposition et l'École nationale de danse de Marseille. Vous pouvez voir donc quelques photos du festival de l'année dernière qui a connu aussi un beau succès, même si ça a été très compliqué avec les jauges, les contraintes sanitaires. Alors maintenant, on continue l'été avec une des premières actions de l'été marseillais, dans le cadre de l'été marseillais, donc Culture au jardin, que nous réitérons, commettons, on va dire, une deuxième fois, donc édition 2, en juillet et en août. Donc ce sont des spectacles tout l'été, pour ceux et celles qui ne peuvent pas partir en vacances, ceux qui reviennent de vacances, ceux qui sont en vacances à Marseille, des touristes. Donc l'idée, c'est de se mettre au frais, dans la détente, en regardant un spectacle en famille, par exemple, ou entre amis. Donc on va avoir 4 parcs et jardins du secteur qui vont être dans l'aventure. Donc le cadre de l'été marseillais, comme je disais, 8 spectacles de musique, de danse, de théâtre. On peut voir quelques exemples l'année dernière de photos. Voilà, le mot-clé là, c'est plutôt la diversité des pratiques artistiques. Donc là, on voit par exemple
Bagatelle, le parc de Bonneveine. On a eu presque à chaque fois des centaines de spectateurs, donc ça a extrêmement bien marché, cette action. Deuxième action de l'été marseillais, Hip Hop Non-Stop, qu'on fait aussi en deuxième édition. Donc il y a un festival extrêmement innovant dans sa forme, puisqu'il a été coproduit par 5 mairies de secteur, par la mairie de Marseille et par Urban Prod. Donc c'est une action de mise en lumière des 5 piliers de culture hip-hop, donc le DJing, le beatboxing, le street art, le rap et le breakdance. Voilà, j'en ai pas oublié. Donc c'était au Théâtre Sylvain, mais aussi ailleurs sur le territoire. Innovant dans sa forme parce que nous sommes allés voir presque tous les collectifs hip-hop de Marseille pour voir avec eux comment est-ce qu'on pouvait leur permettre de mieux s'exprimer, mieux être mis en lumière. Et donc on a créé cet événement avec 20 collectifs qui ont participé à la programmation, 85 artistes, des projections, des rencontres professionnelles extrêmement intéressantes qui nous ont permis de sonder un peu l'état de l'art, ce qu'il en était, faire un état des lieux des cultures urbaines. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le bilan de toutes ces tables rondes est disponible, je peux vous le communiquer. La démarche engagée aussi avec des rappeuses, une logique LGBT qu'on a voulu mettre en avant. Vous pouvez voir quelques photos. Voilà, donc avant tout urbain, dans le côté art urbain, et travail collectif, des milliers de spectateurs et 3 partenaires dans le 6-8. Le Molotov, qui nous a proposé un plateau rappeuse, donc 100% femmes. Startup, qui est une association de jeunes dans le hip-hop, pour des jeunes dans le hip-hop qui les aide à se produire, qui est à la fois la Busserine et Courgouffé, et le mouvement Zulu Radio, qui était de la partie. Un dernier petit point, juste avant la dernière slide. Pour nous, c'est extrêmement important de valoriser toutes les actions en éducation artistique et culturelle, ce qu'on appelle EAC, pour que tout le monde, tous les enfants, tous les jeunes, soient en contact régulièrement à des pratiques artistiques et culturelles. Voilà, c'est vraiment cette idée de droit culturel pour nous qui est extrêmement forte. Et pour cela, nous allons multiplier les ateliers dans les centres municipaux d'animation et les accueils collectifs pour mineurs tout au long de l'année. Et dans 2 jours, j'organise avec la direction des affaires culturelles une réunion pour que la DAC présente le livret qui renferme toutes les offres en EAC, justement, gratuites et payantes, pour les écoles, pour les centres d'animation. Donc ça, c'est dans 2 jours. Voilà, donc un dernier petit mot pour conclure. Venez déguster avec nous ce menu de saison, voilà, donc au menu ou à la carte, comme vous voulez, ou du cocktail, à boire sans modération, pour partager ensemble cette ambition culturelle 2022 pour nos actions de la mairie du 6-8 et pour tous les habitants et toutes les habitantes. Voilà, merci pour votre écoute. J'étais dans les temps. Merci Monsieur Jouve. C'est bien ce que je disais. Il va y avoir une sacrée ambiance cet été dans le 6-8 et même ça va démarrer au printemps. Donc on va mettre ce rapport aux voix, sauf si il y a peut-être des interventions, pardon, excusez-moi. Non, donc on va mettre le rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Abstention? Une abstention. Avant de passer au rapport suivant, c'est Monsieur Vincent, je voudrais quand même vous poser une question, Monsieur Vincent. Oui. Savez-vous combien il y a de muscles dans le corps humain? Ben non. Non. Une bonne question, mais je suis pas médecin. Il y a plus de 600 muscles, 639 exactement. C'est Et j'espère que votre délibération va nous permettre de les faire tous fonctionner. Eh ben, le but, ça sera qu'on les utilise tous grâce au programme sportif de la mairie 6-8. Ça va être dur de passer après Cédric qui a la verve de l'homme de culture. Et c'est pour ça que je vais m'atteler à mon petit discours qui est écrit. Donc, pardonnez-moi pour la monotonie, si ce n'est pas trop. Donc, mesdames et messieurs, monsieur le maire, la politique sportive de la mairie de Bagatelle entend être un vivier d'idées et de propositions pour mieux construire l'activité sportive du secteur et de tout Marseille. Cette politique, au sens large du terme, a pour vœu de porter un regard neuf sur son fonctionnement et apporter des réponses nouvelles à ses finalités et à sa capacité à répondre aux attentes placées en elle.
C'est en outre un sujet qui, sans être neuf, se trouve projeté dans une lumière qui semble briller d'un éclat particulier, tendu vers les objectifs de la Coupe du monde de rugby de 2023 et les Jeux olympiques de 2024, dans lesquels notre secteur a un rôle majeur à jouer. Le sport est le révélateur de valeurs de notre société. La seule évocation des émotions qu'il peut provoquer nous donne d'ailleurs une idée de son importance. Et qui de mieux placé que nous, Marseillais, lorsque l'OM gagne, pour comprendre toute l'ampleur de cette ferveur. Au-delà de la performance, la pratique sportive est regardée comme un bien public, contribuant à l'émancipation des personnes, à leur santé et à l'exercice de la solidarité. Chacun, grâce à l'effort, crée des liens, développe des compétences et des capacités. Et pour ne rien gâcher, elle favorise la réussite chez les jeunes et l'estime de soi. Nous devons aussi lutter contre toutes les discriminations, et je pense aux féminines. Si les JO de Paris 2024 seront les premiers à atteindre la parité parfaite, et c'est une belle annonce, l'histoire de la place des femmes dans le sport ressemble furieusement à un parcours d'obstacles. Dans notre belle ville, nous avons aussi une discrimination géographique. Après 25 ans d'abandon, les stades et gymnases dans les quartiers nord sont un peu à l'agonie. Nous sommes dans le 6-8, le poumon sportif marseillais, et nous devons recevoir tous les pratiquants. Il y a aussi de vivre avec un handicap. C'est aujourd'hui encore en France être confronté à une multitude d'obstacles et de difficultés. Le handisport porte en lui un message qui dépasse le cadre de ses missions premières, une certaine idée de la personne. Nous sommes, mairie 6-8, à la pointe de l'inclusion, avec du sport adapté que nous déclinerons dans chacune de nos initiatives. Seuls, en famille, avec des amis ou en équipe, quel que soit leur niveau, leur âge, entre mer et colline, grâce aux clubs et aux associations de marseillaises, tout le monde sera le bienvenu pour pratiquer le sport qui les anime dans notre secteur. La mairie sera partenaire de grands événements sportifs. Par exemple, le 3, 4 et 5 juin, nous organisons le festival du parcours Mouvement de Mars sur les plages du David. C'est un événement invitant tous les traceurs de France et d'ailleurs à venir se rassembler pour profiter d'un week-end où s'entraîner, partager, découvrir et s'amuser ce sport qui est en pleine effervescence. Nous aurons aussi le Pro Bowl Contest 2022 et le Festival des sports, c'est le Festival des sports freestyle éco-responsable de Marseille. Mêlant sport de haut niveau et sport pour tous, cet événement éco-responsable rassemble les meilleurs riders de la planète. Avant de nous investir encore plus avec le Pro Bowl Contest 2023 où nous serons partenaires majoritaires. Nous aurons aussi le Top 14 qui sera là au rendez-vous avec une grande fête du rugby qui se déroulera notamment sur le Stade de l'Or avant la finale de la Coupe d'Europe de rugby qui sera aussi un grand événement et qui avec en ligne de mire la Coupe du monde de rugby où nous aurons 10 matchs qui se joueront à Marseille. Avec en point d'orgue les JO 2024, où pas moins de 10 matchs de foot auront lieu au Stade Vélodrome et de nombreuses compétitions nautiques sur notre belle rade. Si Marseille brille par ses événements de haut niveau, elle n'en reste pas moins celle du sport pour toutes et tous. Nos rendez-vous sportifs réaffirment clairement cette volonté. Avec Sportez-vous bien, l'idée de ce programme 100% gratuit est de proposer des initiatives sportives dans les espaces publics. Petits et grands pourront venir en profiter et participer à ces cours qui permettent aux nouveaux adeptes de s'initier au sport de leur choix. Au programme, 27 activités sportives. Yoga, tai chi, marche nordique, tennis-ballon, course d'orientation, sport santé senior, gym suédoise, sur 10 lieux du secteur répartis dans le 6e et le 8e arrondissement. Parc Pastré, Escale Borelli, Parc Valbel, Parc des Sœurs franciscaines, Parc du 26e centenaire, le Jardin de l'Audi. Il faut savoir aussi que les agents de la ville sont partie prenante puisque Gaspard, Vincent, Rakia, Isabelle, Benjamin, Bruno proposent déjà plus de 10 activités hebdomadaires qui rencontrent un grand succès. Les services de la mairie font vraiment un travail remarquable. L'autre grand événement, c'est la course Courir Ensemble. L'objectif est un véritable entraînement à la course à pied pour les Marseillais. Cette course, qui se déclinera dans les autres secteurs de la ville, sera gratuite et ouverte à tous. Nous savons déjà que la course Courir Ensemble du secteur 1-7 se situera sur la Corniche lors de rendez-vous de la voie est libre. Donc ce sera un endroit magique pour courir. Avec cette année, pour la mairie 6-8, l'envie de mettre en place un rendez-vous éco-citoyen. Nous avons eu l'idée de faire un plogging. Alors le plogging, c'est une course au ramassage de déchets
Et celui qui ramasse le plus de déchets gagne la course. Elle se déroulera sur la plage du Prado. Nous aurons un prochain rendez-vous qui est en construction, c'est Pleinement Sport. Pleinement Sport, c'est un nouveau programme sur la place emblématique de Jean Jaurès, la Plaine. Lors des vacances scolaires, la mutualisation des moyens de la mairie de secteur 1-7, 4-5 et 6-8 pour animer cet espace. Dans cette démarche, sera co-construite avec les habitants. Nous y pratiquerons des cours de sport urbain, tels que la trottinette, le parcours, le double dutch et bien d'autres. Sur un autre sujet, nous organisons aussi une collecte de petits et gros matériels sportifs sur le secteur, dans le but de leur donner une deuxième vie. Ce projet sera mené avec la recyclerie sportive, avec qui nous envisageons également de monter un marché de matériel sportif de récup. Sans oublier les créneaux sur les structures sportives que nous avons et que nous donnons aux associations. Un plus grand panel de possibilités et un accès beaucoup plus simple afin de diversifier la proposition d'activités sur le secteur. Depuis 2021, un pôle sport avec un coordinateur sportif a été créé dans l'organigramme de la mairie de secteur. L'accent a été mis sur l'entretien des structures avec un budget revu à la hausse pour pallier des années de manque. Avec un programme aussi chargé que varié, nous avons décidé de faire du sport un axe structurant de notre ambition pour les services publics. Je vous donne donc rendez-vous dans nos belles structures sportives. Merci pour votre écoute. Merci Monsieur Vincent. Seul mot, portez-vous bien. C'est d'actualité. Y a-t-il une intervention sur le sujet? Pas d'intervention. Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci bien. Merci Monsieur Vincent. Nous allons passer au rapport numéro 2. Et alors là, c'est peut-être un petit peu moins fun. Non, certains diront que non, mais bon, ça sera à vous de juger. Donc, et là, je suis obligé de vous quitter pendant l'examen de ce rapport. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Jean-Marc, tu viens ici? Oui, je peux, oui. Oui, il faut bien quelqu'un qui préside la séance. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers collègues, mesdames et messieurs. On vient d'assister à la présentation de 2 rapports particulièrement alléchants. Je félicite mes collègues pour le travail effectué. Évidemment, tout ça se finance, bien entendu. Avant d'aborder quand même l'examen du rapport d'exécution, je voudrais souligner, parce que ce que vous venez d'entendre, beaucoup de choses se sont produites en 2021 et je voudrais souligner le travail extraordinaire réalisé par les services de la mairie au titre technique ou administratif, sous la houlette de la DGS et du directeur de cabinet. On a eu des gens particulièrement impliqués dans la réalisation de ce qui a été fait et je ne doute pas que ce sera la même chose en 2022 pour vos 2 programmes. Voilà. Ceci étant dit, nous allons maintenant aborder le rapport d'exécution du budget 2021. Ah, merci. Vous avez une première diapositive qui représente l'exécution du budget de fonctionnement dans son ensemble. Chaque portion du graphique que vous voyez correspond à un service. Le chiffre que vous voyez à gauche de chaque service en blanc sur fond noir représente le pourcentage de ce service par rapport au budget voté. Et le chiffre de droite, en noir sur fond blanc, représente la proportion de ce service au titre du budget exécuté. On va prendre l'exemple du service animation. Il représentait 37% du budget voté et son exécution a été réalisée à hauteur de 22% du budget exécuté. Je ne sais pas si on m'entend bien. Très bien. En 2021, malgré les perturbations liées à la crise Covid, l'intégralité de la subvention de fonctionnement a été consommée et nous avons commencé à utiliser les reports des années précédentes dont je vous ai parlé lors de l'exécution 2020. La mairie de secteur
a dépensé la somme de 2 49 519 € en 2021 pour un montant de dotation initiale de 1 729 311 €. Cette dépense représente l'ensemble des factures rattachées à l'exercice qui ont pu être payées en 2021. Pour les dépenses de la fin d'année, les factures n'arrivant pas toujours avant la fin de l'échéance, nous les avons réglées en 2022, mais elles restent rattachées au budget 2021. Nous devons ensuite retrancher les factures de 2020 qui ont été payées en 2021 pour les mêmes raisons. Je vous le disais en préambule, nous avons commencé à utiliser le reliquat des exercices précédents. Nous verrons plus loin pourquoi. Je vais maintenant aborder le détail par service. Pour faire la transition, nous allons parler du pôle art et culture, qui a été exécuté à hauteur de 231 385 €, soit 100% du budget voté. Nous avons pu réaliser de nouvelles manifestations qui n'avaient pas été budgétées, comme le festival Au Ma Parole, Culture au Jardin ou l'expo SOS Med. Nous avons réalloué une partie de budget pour financer ces nouveaux événements, notamment parce que de nombreuses choses ont dû être annulées en 2021 en raison de la crise Covid, donc tout ce qui est frais de bouche ou de certains événements annulés. Le pôle suivant est le pôle animation, vie associative et centre aéré, exécuté à hauteur de 444 580 €, soit 69% seulement du budget qui avait été voté. Évidemment, c'est le poste qui a le plus souffert de la crise sanitaire. Malgré les incertitudes à ce sujet, notre ambition dans ce domaine reste la diversification de l'offre dans nos centres d'animation par la mise en place de nouveaux services au public, tous nos publics, les enfants, les aînés, les familles et toutes les associations. Vous voyez à l'écran, je ne vais pas en refaire le détail, mais les raisons pour lesquelles nous avons eu moins de dépenses dans ce secteur que prévu. Nous abordons maintenant les espaces verts et les équipements décentralisés. Nous avons profité des marges de manœuvre offertes par les excédents dégagés notamment sur l'animation, ainsi que du reliquat, pour réorienter des masses budgétaires importantes sur la remise à niveau de nos équipements transférés. Ce budget, comme vous pouvez le voir, a donc été réalisé à hauteur de 230%. Je vous rappelle que nous devons entretenir 33 équipements sportifs, 14 équipements sociaux, 22 espaces verts et jeux d'enfants, 10 jeux de boules et bien entendu le parc Bagatelle et la mairie de secteur. Le pôle information, transparence et proximité, exécuté à hauteur de 159 982 €, soit 123% du budget. La crise Covid a empêché nombre de nos concitoyens de venir assister à nos réunions publiques en présentiel, ainsi qu'à nos conseils d'arrondissement. Il a donc fallu s'adapter à cette situation et nous avons pris la décision de retransmettre systématiquement sur les réseaux sociaux les conseils d'arrondissement et un certain nombre de réunions publiques. Il s'agit d'un droit fondamental de notre République et de nos institutions et nous avons donc lancé des marchés à cet effet. De la même manière, il était nécessaire de réactualiser entièrement le site internet de la mairie, tout d'abord parce que son architecture était devenue obsolète lorsqu'une évolution était nécessaire, mais aussi parce qu'il s'agit de la vitrine dématérialisée de notre mairie et que là aussi, la transparence doit être la règle. Enfin, l'administration et l'état civil, exécutés à hauteur de 325 102 €, 97% du budget voté. Donc nous sommes parvenus à maîtriser nos dépenses dans ce domaine. Alors, la maîtrise des dépenses, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi dû à l'absence de frais de SACEM, à un moindre besoin de fournitures administratives en raison du télétravail et un changement de code vestimentaire pour les personnels d'accueil, ce qui a occasionné un certain nombre d'économies sur la ligne habillement. Je tiens à signaler quand même que ce budget, qui avait été voté avec une baisse de 10% par rapport au budget précédent, a été respecté. Nous abordons maintenant l'exécution budgétaire de la section d'investissement. Donc de la même manière que pour la section de fonctionnement,
Les étiquettes noires, c'est la proportion du service par rapport au budget voté, et les étiquettes blanches, la proportion par rapport au budget exécuté. Ce budget correspond aux gros entretiens et aux travaux sur la mairie et ses équipements transférés. Le budget d'investissement, dont vous venez de voir la répartition, a été exécuté à hauteur de 369 140 € sur l'année civile. Ce chiffre est calculé comme pour le budget de fonctionnement, avec les mandats émis en 2021. Le reste à réaliser, c'est-à-dire ce qui n'a pas pu être payé au 31 décembre, mais qui reste rattaché à l'exercice, et on enlève à cette somme les mandats des dépenses engagées en fin d'année 2020. En conclusion, nos dépenses sont globalement maîtrisées. Nous avons montré notre capacité à réorienter les masses budgétaires pour tenir compte de la crise sanitaire. Nous avons fait la démonstration de notre volonté de continuer la remise à niveau de nos équipements et nous avons fait une utilisation rationnelle des reports en investissement et en fonctionnement. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Madame Pilin. Oui, l'intervention. Monsieur le Premier adjoint, merci. On clôture donc une année avec un compte d'exécution. Permettez-moi d'anticiper sur l'année à venir. C'est important. Donc le conseil d'arrondissement précède de fait le conseil municipal. Et vendredi, le maire de Marseille va nous demander de voter le budget avec une augmentation de la taxe foncière. 5 points, précisément 5,47 points de plus. Début 2020, dans votre programme, le programme du printemps marseillais, vous disiez textuellement « Si la ville veut enfin s'équiper, il faudra dégager des moyens de fonctionnement nécessaires. Il n'est pas question d'augmenter la fiscalité déjà lourde. » C'était une de vos promesses de campagne. Enfin, une des promesses de campagne de Mme Rubirola. Alors certes, les promesses de campagne de Mme Rubirola n'engageaient peut-être que Mme Rubirola ou ceux qui y croyaient. Ceux qui croyaient Mme Rubirola ou ceux qui croyaient en Mme Rubirola. Est-ce que ce sont les mêmes qui croient M. Payan ou qui croient en M. Payan? Ça, c'est peut-être autre chose. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que vous aviez dit. C'était une de vos promesses de campagne. Et aujourd'hui, c'est un reniement. M. Canicave, dans une vidéo qui tourne depuis hier sur les réseaux sociaux, une vidéo qui devient virale sur le net, annonce effectivement cette hausse de la taxe foncière et il parle d'une hausse de 10 € par mois. Alors 10 € par mois, c'est 120 € par an. 120 € par an, ça reste une somme conséquente. 10 € par mois à minima pour certains, 40, 50 ou plus pour d'autres, on ne sait pas encore. Et à l'heure où certains de nos concitoyens ont perdu une part importante de leur pouvoir d'achat, c'est une question que notre groupe Une Volonté pour Marseille se pose. Est-ce qu'il est judicieux d'augmenter la taxe foncière ? À l'heure où pour certains de nos concitoyens, justement, la fin du mois, c'est aujourd'hui, c'est le 5, est-ce qu'il est judicieux d'augmenter la taxe foncière ? J'essaie de le dire sans esprit polémique, mais je pense que le temps est loin pour vous, vous faisiez illusion. Vous étiez caché derrière la com, derrière l'hypercom, vous étiez caché derrière un affichage, encore, toujours. Le printemps marseillais devait laver plus blanc que blanc, le printemps marseillais devait se draper dans sa vertu, et le printemps marseillais devait réussir. Le printemps marseillais, c'est une équipe, c'est la gauche unie, vous l'avez dit, et collectivement, aujourd'hui, vous portez une responsabilité puisque vous êtes à la tête de cette ville. Vous portez la responsabilité de vos engagements, en premier lieu. Donc, je le répète, il n'est pas question d'augmenter la fiscalité déjà lourde. Vous avez menti. Vous saviez pertinemment que vous ne pourriez que passer par l'augmentation fiscale pour réaliser une partie de votre programme. Excusez-moi, Madame Pila, vous avez une deuxième question ? Non, je termine, si vous permettez. Très bien, merci. J'interviens rarement en conseil d'arrondissement, donc je me fais plaisir aujourd'hui, si vous permettez. Également, vous portez la responsabilité de votre leitmotiv. Vous vouliez une ville plus juste. Où est la justice? Où est l'équité quand vous allez demander à des personnes aux revenus modestes de payer encore plus? Tous les propriétaires ne sont pas des nantis. Tous les propriétaires ne sont pas l'archétype du bourgeois que vous pouvez exécrer. Tous les propriétaires ne sont pas multipropriétaires. Et qui c'est qui sera pénalisé? Les plus humbles. Les plus humbles.
Le printemps marseillais devait réhabiliter la ville, devait réhabiliter Marseille, devait réhabiliter ses habitants. Les Marseillaises, les Marseillais devaient même réhabiliter la politique elle-même. Quand on gratte le vernis, pas trop parce qu'il reste 4 ans et qu'il faut il faut laisser faire les choses ou vos promesses et les laisser aller à leur rythme. Donc quand on gratte le vernis, on découvre des mensonges, on découvre des reniements. Ce n'est que le début. Les Marseillais apprécieront, mais vous leur devez la vérité. Donc, anecdotiquement, vous augmentez la taxe foncière, mais vous envoyez Jean-Marc Coppola au Festival de Cannes pour 7 000 €. Donc, peut-être que certaines Marseillaises et certains Marseillais espéraient sincèrement en votre élection, espéraient que les choses pourraient changer. Voilà. Ils espéraient en un printemps qui pouvait être chantant, qui était un printemps de floraison. Ça, c'était le printemps 2020. Aujourd'hui, on est en avril 2022. Aujourd'hui, vous proposez du gel et c'est bien dommage. Merci. Merci, Madame Pila. Avant, évidemment, de donner la parole à Monsieur Canicave, puisqu'il est directement et concerné et nommé, et surtout parce que le conseil d'arrondissement n'est pas du tout, et vous le savez, compétent en matière de fiscalité. Je voudrais quand même signaler que, et vous en avez eu la preuve là avec les rapports de mes 2 collègues, que beaucoup de choses ont été réalisées depuis que nous sommes là. Ça, c'est une première chose. Et qu'en termes de reniement, je pense que la période de l'élection présidentielle qui s'approche a montré aussi un certain nombre de reniements de votre côté. Monsieur Canica, vous avez la parole. Monsieur le Premier adjoint, mes chers collègues, donc je vais répondre à Madame Pila, si elle veut bien, puisqu'elle souhaite anticiper un petit peu le débat de vendredi du conseil municipal. C'est vrai que ce n'est pas forcément le lieu du conseil d'arrondissement d'avoir ce genre de débat, mais il n'y a pas de raison de le refuser non plus. Bon, vous avez commencé par dire que, effectivement, nous avions écrit dans notre programme que nous n'augmenterions pas les impôts, c'est vrai, et nous augmentons le taux de taxe foncière, c'est vrai aussi. Est-ce que c'est un reniement ou pas? Excusez-moi de vous ramener à vos propres turpitudes. 2014, le programme, ça devient viral aussi sur les réseaux sociaux actuellement, puisque vous parlez de viralité sur les réseaux sociaux. 2014, Jean-Claude Gaudin disait, c'est ce dernier mandat, nous n'augmenterons pas les impôts. Nous avons mis 2 ans à le faire. Lui, vous aviez mis qu'1 an, et 1 an après, vous avez augmenté à la fois la taxe foncière et la taxe d'habitation. Et chose plus grave, vous avez diminué, dans un premier temps, puis supprimé 2 ans après, l'abattement général à la base de la taxe d'habitation, qui était la mesure la plus injuste, elle permettait de privilégier ceux qui étaient en difficulté sociale pour payer leur taxe d'habitation. Bon, tout ça, on peut se renvoyer ces choses-là dans la figure, ça n'a pas un grand intérêt. Je l'ai expliqué, je vais le redire ici, mais de façon très, très synthétique, parce que ce n'est pas le lieu forcément de ce débat-là. Si on le fait, on le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce qu'on est obligé, parce on voit arriver devant nous de gros nuages noirs, je dirais, de financiers, qui vont s'imposer à beaucoup de collectivités, mais encore plus particulièrement à la mairie de Marseille. Le premier, c'est... Alors, je ne veux pas y mettre d'ordre forcément, a été annoncé, je trouve que c'est une très bonne chose, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas été revalorisés. On est quelques-uns ici à connaître le métier de fonctionnaire. Et je crois que tous les fonctionnaires seront heureux que ça se passe. Alors, ce n'est pas encore décidé. C'est très bien, mais c'est un coût pour les collectivités territoriales. Nous avons, plus de 60% de notre budget de fonctionnement qui est lié au salaire des fonctionnaires. Et si on en croit ce que nous dit le gouvernement et aussi les syndicats qui vont le négocier, ces taux vont varier, ça devrait varier entre 3 et 4%. En termes chiffrés immédiats pour la ville de Marseille en année pleine, c'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros immédiatement à payer, puis on le paierait volontiers en plus, c'est pas le problème, mais il faut les avoir. Autre chose, ça vous concerne peut-être plus, Madame Pila, même si vous n'y êtes strictement pour rien. La ville de Marseille, parce qu'elle est historiquement une ville un peu pauvre, perçoit 14 millions d'euros par an du fonds de péréquation intercommunale. Vous le savez très bien, puisque vous siégez vous aussi à la métropole. Et
l'histoire fait, les lois ont fait que, effectivement, on nous annonce, et puis c'est pas on nous annonce, c'est malheureusement certain, qu'à partir de l'année prochaine, nous ne disposerons plus de ce fonds de péréquation intercommunale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les communes autour de Marseille s'enrichissant, la métropole globalement devient plus riche et donc elle n'a pas le droit d'être bénéficiaire de ce fonds de péréquation, alors que Marseille s'est pas du tout enrichi. Et donc 14 millions d'euros supplémentaires, alors non pas supplémentaires, pas à payer cette fois-ci, mais pas à recevoir. Ça commence à faire lourd. Quoi d'autre? Des incertitudes aussi liées à la loi 3DS. On nous dit qu'on va récupérer la voirie, ce qui est une très bonne chose, mais avec quels moyens? Est-ce qu'on sera à même de pouvoir le faire correctement et tel qu'on veut le faire? Pas certain. On nous annonce que le gouvernement va redresser les finances de l'État en diminuant la dette, et on sait exactement comment ça se passe, hein. C'est toujours les collectivités territoriales qui payent, et donc on nous annonce 10 milliards d'euros de réduction des dépenses des collectivités territoriales. Ça aussi, ça se prépare. Voilà. Gouverner, c'est prévoir. Effectivement, on va augmenter la taxe foncière, et vous l'avez dit, et je partage avec vous, les propriétaires ne sont pas forcément des gens riches, c'est très clair. Si vous me permettez un petit clin d'œil politique, votre ami David Lisnard, le maire de Cannes, qui préside maintenant l'AMF, dans une de ses premières déclarations de nouveau président de l'AMF, disait « Il est normal ». Je vous la donnerai si vous la voulez, hein, parce que je vous assure, je n'exagère pas dans ces circonstances-là. Il est normal que les communes augmentent la taxe foncière parce que c'est leur seul levier fiscal et il faut faire fonctionner les écoles, il faut faire fonctionner les crèches, il faut faire fonctionner les équipements sportifs. Voilà, c'est votre ami David Lisnard qui le disait. Je ne trouve pas ça normal, mais parfois c'est des passages obligés. Et la contrepartie de tout ça, si c'est juste augmenter les impôts pour augmenter les impôts, ça n'a pas de sens. La contrepartie de tout ça, c'est rendre du service public. Voilà, c'est notre volonté. Je répète et je le dis toujours, notre mantra dans cette majorité, c'est investir, investir, investir. On s'est rendu compte que le manque d'investissement de la précédente mandature a creusé une dette qui n'est pas une dette numérique, qui est une dette réelle de travaux. On le voit avec les écoles, on le voit avec les équipements sportifs, on le voit avec tellement de choses, que si on n'investit pas, effectivement, notre ville va continuer à s'appauvrir. Et donc nous voulons investir et nous voulons créer du service public, rendre des services au public. On avait le choix, hein, c'est très clair. Hein, c'était soit on n'augmentait pas la taxe foncière et on diminuait les services publics, soit on continuait à faire ce pourquoi on a été élu, et c'est ce qu'on va faire. Alors en augmentant la taxe foncière, j'ai dit que ça faisait effectivement en moyenne, et on l'a fait calculer par les services fiscaux, 10 euros par mois et par propriétaire et par foyer, donc qui paiera sa taxe foncière. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour certains. Je suis moins inquiet pour ceux qui sont propriétaires d'une villa et qui louent 4 appartements. Mais pour certains, effectivement, c'est beaucoup. D'autant plus que la disparité actuelle de la taxe foncière sur la ville de Marseille est particulièrement injuste. Vous le savez très bien. Elle date de 1970, à l'époque où la Belle de Mai était certainement un quartier très prisé à Marseille, et le Roucas Blanc, personne ne voulait y vivre. Et donc, actuellement, on vit encore sur cette loi de 1970 qui rend les choses plus injustes. Et nous avons demandé, le maire de Marseille a demandé au président de la République si on ne pouvait pas, nous, Marseille, être un peu pilote, parce que l'État, et qui est le seul à militer, à mener cette réforme, l'annonce pour 2026. C'est un peu tardif, et on a proposé au président de la République que Marseille soit ville pilote. Pour l'instant, ça n'a pas été accepté, ça ne nous empêchera pas de le redemander, parce qu'effectivement, si on peut aller plus vite dans la matière, ça permettra de mettre un peu plus de justice dans tout ça. Voilà, je n'ai pas forcément envie de polémiquer sur... Vous auriez pu vous en dispenser, les 7 000 € du voyage de M. Coppola au Festival de Cannes. Rappelez-vous certains voyages de votre municipalité, s'il vous plaît, un peu de décence. Là, on frise l'indécence. Je ne vous dirai pas où, je ne ferai pas combien de personnes, mais 7 000 €, c'était par demi-journée et par personne. Voilà, on s'arrêtera là. C'est pas la peine de déballer ce genre de choses. C'est un peu dommage d'abîmer les débats. C'est vrai que c'est une responsabilité que l'on prend. On la prend en conscience, on la prend sereinement, et on la prend, je le répète, pour donner du service public aux Marseillaises et aux Marseillais qui en ont bien besoin. Voilà. Je rappelle aussi que le taux de taxe foncière à Marseille, certes, il est toujours trop élevé, mais si on prend les communes de la strate avec lesquelles on se compare habituellement, les 10 communes de plus de 200 000 habitants en France, malgré cette augmentation, Marseille restera à la 6e position
largement devancés par Montpellier, Lille, Bordeaux, Nantes et Rennes. Et que, je ne sais pas si vous regardez les reportages actuellement, mais malheureusement, Strasbourg vient de le faire, Nantes l'a fait, Tours l'a fait. De plus en plus de collectivités territoriales augmentent leurs taxes foncières parce qu'effectivement, il faut faire tourner la machine, il faut rendre du service public aux habitants et ça sera notre fierté de le faire. Merci, Monsieur Canica, pour ces explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le rapport d'exécution budgétaire? On a un petit peu dérivé. Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Ce rapport est adopté. On va faire rentrer Monsieur le maire. Nous allons donc pouvoir reprendre le cours de notre conseil d'arrondissement. Et je vais donc passer maintenant la parole à Monsieur Cédric Jouve pour une série de 5 rapports. Et donc c'est le rapport numéro 3. Merci Monsieur Jouve. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, donc le rapport numéro 3, il s'agit de l'attribution d'une subvention à l'association Imago Productions. Donc le Marseille Web Festival, que vous connaissez peut-être, est produit par Imago Productions, qui est devenu un événement incontournable sur le plan international auprès des professionnels des secteurs de la production de contenus digitaux et des nouvelles écritures, par exemple les séries, les web documentaires. En 2022, riche de ces expériences, l'association Imago souhaite proposer un événement plus global sous le nom de Creative Digital Week. Donc au programme, un streaming day pour récompenser les créateurs de contenu, notamment sur les réseaux sociaux, le Marseille Webfest, des conférences masterclass, une résidence d'écriture, un concours de pitch. Voilà, sont quelques exemples de ce nouveau format. La ville de Marseille souhaite attribuer une subvention de 50 000 € à cette association. Je précise que ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Monsieur Jouve. Y a-t-il une intervention? Pas d'intervention, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Maintenant, un rapport d'écologie culturelle qui va nous parler de recyclage et de désherbage. Et la parole est toujours à Monsieur Jouve. Alors, il s'agit de dons de documents des collections courantes des bibliothèques à destination des associations qui œuvrent auprès des Marseillaises et Marseillais éloignés de la culture. Donc ces documents dont les bibliothèques n'ont plus d'usage. Est concerné dans notre secteur le centre culturel du roi d'Espagne. Voilà, je précise que ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je vous remercie. Une intervention. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Un rapport bien plus classique maintenant, le rapport numéro 5. Voilà, il s'agit de la deuxième répartition aux associations culturelles au titre des subventions 2022. Nous pouvons voir normalement la liste sur la diapo suivante. Voilà, donc sont concernés par les associations du secteur, notamment le Théâtre de la Cité qui fait un très beau festival en ce moment, les Biennales des Écritures du Réel, l'Espace Julien, Technicité, Concerto Soave qui finit son festival Mars en baroque, Émouvance, comme je l'entends les productions, Zoem, Galerie de photos micro-édition au cours Julien. Nous avons aussi des acteurs importants du théâtre avec Actoral, le Montevideo et Diphtongue, par exemple. Le théâtre des Calanques, un des gros théâtres, des grosses structures du 8e qui en manque un peu, malheureusement. Et donc là, pour un montant de 300 000 €. Et Alcime, donc, qui est une structure qui produit le festival qui a commencé hier, Musique et Cinéma. Voilà, ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Monsieur Jouve. Une intervention? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 5 est adopté. Rapport numéro 6, qui reste tout aussi classique. Alors, il s'agit toujours de l'approbation d'une deuxième répartition au titre des subventions 2022 aux associations et organismes culturels.
Sont concernés dans notre secteur les studios du cours, qui est la seule association à Marseille à délivrer un diplôme d'État en danse. En danse, évidemment, le Ballet National de Marseille et l'École Nationale de Danse de Marseille. Musica 13, qui va nous accueillir d'ailleurs pour la réunion EAC dont je parlais tout à l'heure jeudi, et qui est un ensemble contemporain vocal internationalement connu. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Une intervention? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Et sinon, le rapport est adopté. Rapport numéro 7, Monsieur Jouve. Donc, dernier rapport, signé par Jean-Marc Coppola, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, adjoint à la culture de Marseille pour toutes et tous. Donc, approbation d'une première répartition au titre des subventions d'aide à la création 2022. Et sur notre secteur, l'Armée des Romantiques, qui est une compagnie artistique donc, dans le 6e arrondissement. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Une intervention? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention au fond. Et donc, nous avons terminé avec les rapports de Monsieur Jouve et nous allons passer au rapport numéro 8 qui devrait nous permettre d'embellir nos rues. Madame Meillac, s'il vous plaît, c'est à vous. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, le rapport 8 est présenté par la Direction générale adjointe Ville du temps libre sur proposition de Madame Prigent, conseillère déléguée à la valorisation du patrimoine et à l'amélioration des espaces publics. Il s'agit d'un rapport très classique sur les ravalements de façades qui propose d'approuver l'attribution de subventions pour des propriétaires d'immeubles en centre-ville lorsque l'immeuble est soumis à une injonction de ravalement de façade par la ville de Marseille. Le montant total des subventions proposées ici est de 350 426 €, dont un petit morceau concerne notre secteur dans le 6e arrondissement. Ah, les points ont disparu. Il s'agit de 18 910 € de subventions pour 9 dossiers, rue Bel Air, rue d'Italie et boulevard Salvatore. C'est dans le bas de l'image que vous avez à l'écran. La rénovation du centre-ville se poursuit avec l'aide financière de la ville et du département. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Intervention? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Madame Meillac, pour un rapport qui rafraîchit. C'est tout moi. Alors, le rapport 9 est présenté par la Direction générale adjointe Ville du temps libre également, sur proposition cette fois de Madame Ben Marnia, adjointe au maire de Marseille, en charge des espaces verts, des parcs et jardins et du retour de la nature en ville. Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer la création d'un jardin public dans notre secteur. C'est une première création depuis très longtemps. Il sera créé dans le 6e arrondissement à Vauban, aux 2 rues de Milly. Et vous voyez ici une image de la friche actuelle sur un ancien terrain de pétanque fermé depuis 20 ans, plus de 20 ans, me disent les anciens du quartier. Au pied du réservoir de la Société des eaux de Marseille, c'est le grand mur qu'on voit à l'image. Et ce sera donc le jardin du réservoir. Alors pourquoi est-ce que c'était important de créer ce jardin-là? Tout d'abord pour offrir un îlot de fraîcheur aux habitants. Vous allez dire qu'on vous en parle beaucoup, mais oui, parce que pour mailler correctement le 6e arrondissement, qui est si minéral et si chaud l'été, eh bien, il va falloir en créer un certain nombre. Donc non seulement il y a peu d'arbres dans les rues de Vauban, qui sont le plus souvent étroites, mais il y a aussi dans les jardins surtout des pins qui ont une ombre plutôt chaude. Et pour lutter contre les canicules, nous allons mettre un soin particulier à protéger les feuillus dans nos parcs et nos jardins. Et nous nous apprêtons à en planter davantage dans les jardins existants, comme au parc des Franciscaines, qui va entrer en rénovation très bientôt. Et sur les friches, comme ici au réservoir. Il y aura donc un nouvel îlot de fraîcheur rue de Milly. Et sur la colline Vauban viendront 3 autres petits projets, nous en reparlerons. Alors le jardin du réservoir, c'était le chaînon manquant dans une coulée verte de plus de 500 mètres de long qui reliera la rue de Breteuil, que vous voyez sur l'image à droite, et à l'école Guadeloupe, tout à fait à gauche, là, en passant par le parc des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, le jardin du réservoir à créer, le jardin Lacédémone et la rue Pythagore. De là, la trame verte se poursuit via des espaces privés et publics jusqu'au col du Bois Sacré.
Et restaurer cette continuité végétale, c'est renforcer le vivant, la faune, la flore et le confort de tous. Nous le ferons en concertation avec les habitants. Car la concertation, elle a commencé au Jardin du Réservoir en mars. Après cette première séance de concertation, les éléments de programme sont la plantation dense d'arbres et de buissons en cœur et en lisière du site pour ombrager le jardin et la rue, l'installation de mobilier pour créer une halte au frais, du compostage et des activités qui restent à définir puisque la concertation ne fait que commencer. Une deuxième session de concertation avec les habitants aura lieu cette semaine, jeudi 7 avril, au centre d'animation Vauban, ouverte à toutes et tous évidemment. Je vous invite pour les détails à consulter le site de la mairie de secteur et vous voyez ici les 2 invitations. Enfin, rappelons que cette création fait partie d'une stratégie de mandature, réhabiliter, renaturer, désimperméabiliser les jardins publics pour le confort des Marseillaises et des Marseillais. Des nouvelles de ce programme en 2 mots. Le nouveau square Mélisant, boulevard Rabateau, a été inauguré hier en présence d'un certain nombre d'habitants qui nous ont surpris parce que c'était pour certains des habitants du quartier qu'on avait déjà rencontrés dans nos toutes premières séances de concertation en début de mandat. Mais on a eu la surprise de voir arriver aussi des gens qui venaient d'autres quartiers, y compris du fond du 8e, pour voir comment ça se passe, un jardin réhabilité par le Printemps marseillais et la mairie du 6-8. Donc on était vraiment heureux, surtout qu'on a enchaîné sur une autre concertation à 300 mètres pour une autre création de jardin dont on vous reparlera. Donc des nouvelles, 2 chantiers démarreront d'ici à l'automne sur 2 gros parcs d'1 hectare. 4 concertations ont démarré, dont celle du Réservoir et celle du Rouet. En tout, seront rénovés cette année plus de 3 hectares d'espaces verts. Le programme avance bien grâce à une belle mobilisation des services que je tiens à remercier à nouveau ce soir au nom des habitants et de tous les élus. Voilà, le rapport 9 propose d'approuver l'opération de création du Jardin du Réservoir et l'affectation d'une autorisation de programme de 80 000 €. Il a reçu un avis favorable de la Commission. Madame. Madame Aillac, je vous remercie. Et sur le jardin Mélisant, je voudrais dire, puisqu'il a été inauguré hier, que c'est vraiment merveilleux de voir comment on peut transformer un endroit qui était très minéral en un endroit qui reprend vie avec des ganivelles, avec des fleurs et des arbres nouveaux partout. Et c'est vraiment un très bel endroit. Donc allez y faire un saut et sur une toute petite espace, on peut voir comment on peut transformer la ville avec finalement peu de moyens. Voilà. Y a-t-il des interventions ? Il n'y a pas d'intervention. Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Nous allons passer maintenant à Monsieur, portez-vous bien, non, Monsieur Vincent. Compliqué de partir comme ça. Alors, le rapport numéro 10, rapport porté par M. Gibriel, l'attribution de la première répartition 2022 des subventions pour les actions sportives. Elle concerne 17 associations dans le secteur 4 pour un montant total de 112 500 € et eu un avis favorable de la Commission. Monsieur Vincent, je vous remercie. Y a-t-il une intervention ? Pas d'intervention. Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Et avant de passer au rapport numéro 11, Monsieur Vincent, j'ai encore une nouvelle question pour vous. 700. Savez-vous combien il y a de muscles dans la main ? Dans la main. Nous allons... Moins que 600. Non, 40 et il n'y en a pas dans les doigts. 40. Donc là, on va parler de sport de combat. Donc, pour le rapport numéro 11, Monsieur Vincent, c'est à vous. Je réviserai mon corps, mon anatomie la prochaine fois. Le rapport numéro 11, c'est la ville de Marseille souhaite apporter son soutien financier à l'association Culture Provence Sport pour l'organisation de la soirée MMA Octofight 4 qui se déroulera au Palais des Sports le 7 mai 2022. Une subvention de 40 000 € est proposée pour cet événement de renommée internationale avec la participation de combattants ukrainiens notamment. Avis favorable de la Commission. Merci Monsieur Vincent. Qui vote une intervention peut-être ? Non. Qui vote contre ? Qui s'abstient ?
Le rapport numéro 11 est adopté. Merci, Monsieur Vincent. Rapport numéro 12 qui va nous être présenté par Madame Danielle Casanova-Gavino. Un rapport très important. Monsieur le maire, chers collègues, bonjour. Ce rapport concerne donc la modification du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants. Ça concerne exactement 5000 enfants. Il prendra effet lors de la première commission d'attribution ce mois d'avril. À la lecture de ces deux tableaux, un qui concerne l'ancienne mandature, l'autre qui concerne la nouvelle mandature, nous pouvons constater que ces nouveaux critères prennent en compte le quotient familial et le lieu de résidence. Donc il y a un changement notoire par rapport à l'ancienne mandature. Voilà. Il a reçu Voilà, c'est tout. Et il a reçu un avis Il a reçu un avis favorable, excuse-moi. de la commission. Une intervention, oui. Monsieur Méry. Merci, monsieur le maire. Je voudrais intervenir sur ce rapport pour préciser deux choses. Premièrement, vous remercier de la prise en considération que vous avez eue du handicap dans les critères pour retenir des places. En revanche, je suis un peu étonné que les nouveaux critères se fassent sur le quotient familial et non pas sur le fait que les parents, si par exemple 2 parents travaillent, donc ont fortement besoin d'une garde et d'une place en crèche, pourquoi, avec votre nouveau système de critères, il serait dévalorisé par rapport à quelqu'un qui ne travaillerait pas et qui pourrait dès lors bénéficier d'une place en crèche? Je crois que vous n'avez pas bien lu le tableau. Écoutez, si, nous on l'a lu un peu et on s'est rendu compte que si on fait des cas d'école, par exemple de 2 parents qui gagnent bien leur vie et qui travaillent, qui gagnent leur vie tout simplement, mais qui travaillent tous les deux, donc ont besoin d'une place en crèche, ils seront, par exemple, mis moins de points que ne l'aurait une femme célibataire ne travaillant pas. Ah non, pas du tout. Je lis pas ça comme ça, moi. Moi, je lis ça comme ça. Alors réexpliquez-moi bien le système de points en montrant que la question d'une place en crèche dépend d'abord du fait qu'il y ait un besoin réel, les parents travaillant, d'avoir une place. Il nous semble que c'est la raison même justement des crèches et des attributions de places en crèche. Alors d'abord, excusez-moi monsieur, je vous laisse la parler. priorité est donnée au lieu de résidence dans un premier temps. La cotation est de 10. La deuxième priorité est donnée effectivement aux parents qui travaillent. Je ne vois pas où vous voyez autre chose. Et sur le quotient familial, il est détaillé que quand le quotient est inférieur à 500, la cotation est de 3. Quand le quotient est effectué entre 501 et 1400, la cotation est de 2. Entre 1401 et 1008, la cotation est de 1. Donc, sur les 3 niveaux, on est à 6 points de cotation. La priorité est quand même donnée aux parents qui travaillent. Madame, que le quotient familial était le même qu'il y ait 1 ou 2 parents. En fait, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Le quotient familial, est-ce qu'il est doublé s'il y a 2 parents ou pas? En principe, oui. On n'a pas compris ça. Madame Masson. Alors, si je puis dire quelque chose, tout d'abord, effectivement, cette nouvelle critéririsation respecte tout à fait les 2 critères que Madame Casanova a expliqués. Sur le quotient familial, les parents rentrent le quotient familial et comme son nom l'indique, ça prend en charge l'ensemble des revenus du foyer. D'accord? Sur ça, on est d'accord. Ensuite, je voudrais préciser que les crèches municipales et les crèches associatives qui sont subventionnées par la Ville de Marseille sont aussi subventionnées par la CAF et que les dernières réformes de la CAF précisent bien
que les structures d'accueil doivent s'ouvrir également aux parents qui ne travaillent pas. Dans un pays où il y a du chômage, c'est important que les familles puissent avoir accès aux établissements d'accueil du jeune enfant pour se mettre dans une démarche de retrouver du travail. Voilà, je voulais préciser parce que c'est important et ce sont les directives de la CAF auxquelles les crèches municipales sont également soumises. Voilà. Bon, ben écoutez, pas d'autres questions. Et ceux qui travaillent partent avec leur enfant. Non, mais non, c'est pas un lieu de débat ici, c'est soit vous posez une question. Donc on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. 2 contre. 4. Rapport numéro 13 qui va nous être présenté par Madame Abour. Un rapport important également. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent. Alors ce rapport concerne les accueils périscolaires et il est soumis au conseil municipal par Monsieur le maire de Marseille sur proposition de Madame Marie Batou, adjointe en charge de l'éducation populaire. La ville de Marseille a développé une offre d'accueil périscolaire à destination des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires publiques. Ces accueils répondent à un besoin de garde permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle et ils permettent aux enfants de bénéficier d'animations variées qui favorisent leurs apprentissages. Ils sont organisés en cohérence avec les axes stratégiques du PEDT, donc projet éducatif de territoire, adopté au dernier conseil municipal et s'inscrivent dans le projet de refondation des temps de l'enfant, scolaire, périscolaire, c'est-à-dire les jours d'école, et extrascolaire, c'est-à-dire les jours où il n'y a pas école, donc les vacances ou les mercredis. Quels sont ces axes principaux? Donc vous les avez à nouveau sur la diapositive. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisqu'on en a parlé au dernier conseil d'arrondissement. Mais nous allons parler de la situation actuelle. L'offre d'accueil périscolaire, définie en 2019 dans le cadre de marchés publics, couvre 3 moments de la journée des enfants. Il y a la garderie du matin, qui propose des ateliers calmes et ludiques entre 7h30 et 8h30, et qui est mise en place à partir de 5 enfants inscrits. Il y a les temps récréatifs de la pause méridienne, qui concernent les enfants des écoles élémentaires, durant le temps interclasse cantine, entre 11h30 et 13h. Les enfants qui souhaitent participer sur la base du volontariat peuvent s'y inscrire quotidiennement. Et enfin, il y a l'animation du soir, pendant laquelle les enfants participent entre 16h30 et 18h à des ateliers adaptés à leur tranche d'âge dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs. Les propositions à long terme, afin d'améliorer le service rendu aux familles, la qualité d'accueil des enfants et la prise en compte des besoins de chaque territoire, la ville a engagé un travail de refonte de ses interventions sur les différents temps de l'enfant. Travail qui s'inscrit toujours dans le cadre des objectifs fixés par le nouveau PEDT et dont la rentrée de 2023 sera une étape importante. Mais tout ça est en cours de mise au point, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, pas plus là-dessus. Dans l'immédiat, et c'est l'objet principal de cette délibération, sans attendre la rentrée 2023, la ville de Marseille a fait évoluer l'offre périscolaire dès cette année et pour la rentrée 2022 par le biais d'avenants au marché périscolaire. Il a été décidé de renforcer de manière conséquente les moyens d'animation sur la pause méridienne dans 118 écoles élémentaires comportant le plus grand nombre de rationnaires et ou qui sont en réseau d'éducation prioritaire. Il y aura ainsi augmentation du nombre d'animateurs, plus 185. Pour 63 écoles, il y aura augmentation du nombre de jours d'animation par semaine. On passera de 2 jours à 4 jours. Et pour les 155 autres écoles, qui resteront à 2 jours, le taux d'encadrement sera augmenté. D'autre part, une expérimentation va être lancée sur quelques écoles élémentaires et maternelles afin d'en mesurer les effets et d'envisager un éventuel déploiement.
Premièrement, pour la garderie du matin, abaissement des seuils d'inscrits. Il y aura une ouverture des garderies dès 3 enfants inscrits au lieu de 5 actuellement. Dès cette année scolaire, l'expérimentation va porter sur 3 écoles du 15e arrondissement. Et deuxièmement, extension des horaires sur les animations du soir, passage de 18h à 18h30 pour l'heure de fin de ces animations. Seront concernées l'école du Rouet qui est dans notre secteur, et cela dès cette année, et les écoles Ruffy dans le 3e et Vallon-Rény dans le 9e, à compter de la rentrée de septembre 2022. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, Est-ce qu'il y a des remarques et des questions? Merci, Madame Abour. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 13 est adopté. Et nous allons passer la parole à Monsieur Baptiste Luçon pour le rapport numéro 14. Monsieur le maire, mes chers collègues, le rapport numéro 14 sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge du dynamisme économique, de l'emploi et du tourisme durable, monsieur Lardy. Le rapport concerne une erreur matérielle dans la délibération du 10 novembre 2021. Cette délibération approuve l'adhésion de la ville de Marseille à l'association locale de référence de la monnaie locale, la roue marseillaise. Or, dans la délibération du 10 novembre, c'est le nom de l'association fédératrice de la roue, Sève la roue, qui a été utilisé. Il convient donc de rectifier celle-ci, et notamment les articles 1, 2 et 6, en remplaçant Sève la roue par la roue marseillaise. Toutes les autres dispositions demeurent inchangées. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Y a-t-il une question? Madame Zougali. Oui, excusez-moi, nous, on va voter contre ou s'abstenir sur ce rapport parce que beaucoup de nos concitoyens, justement, nous ont demandé l'intérêt d'avoir cette monnaie, la roue. Voilà, qu'est-ce que ça peut apporter et puis le prix aussi, voilà, combien vaut une roue? Alors, une roue, ça vaut 1 euro. L'intérêt, c'est de maintenir l'économie sur notre territoire. Ça ne va pas se développer... pardon ? Ça ne va pas l'argent ne va pas fuir dans les autres capitales, dans les banques étrangères. Ça permet de maintenir l'emploi sur notre circuit. Quand je dis les banques étrangères, c'est-à-dire qu'on ne peut pas capitaliser avec la roue. C'est vraiment une monnaie de circulation, une monnaie d'économie locale au quotidien. Oui, bon. On peut payer des salaires, les chefs d'entreprise peuvent se fournir grâce à la roue, etc. On peut pas, c'est pas de l'épargne. On a l'euro pour l'épargne, hein, c'est une autre monnaie. Oui, c'est une monnaie pour dynamiser le local. Et vous arrivez à quantifier combien de personnes vont se servir de cette monnaie Aujourd'hui, non. Sur Marseille, on vient juste d'adhérer. Enfin, nous, la mairie du 6-8, nous n'avons pas adhéré. La mairie de 4-5 vient juste d'adhérer. Mais si on prend l'exemple d'Angoulême, par exemple, beaucoup de personnes utilisent la roue. L'économie a été relancée, c'est une vraie dynamique. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, hein, mais c'est une vraie dynamique. Sur notre département, il y a notamment une ville qui est au nord d'Aix-en-Provence qui a aussi adhéré. Ils sont très, très contents. Donc, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas obligatoire. Chacun fait comme il l'entend. Et ça permet vraiment de maintenir l'économie sur notre territoire. Faut-il encore que beaucoup de commerçants acceptent cette monnaie de la roue? Bien sûr, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de cette prochaine année, de convaincre des commerçants, de convaincre des chefs d'entreprise. Dire prochainement combien de commerçants ont accepté cette monnaie de la roue. Alors, j'ai pas les chiffres. Hein. Je pourrais vous les donner. On fera un bilan. Quand on aura installé la roue et on reviendra vers vous pour vous donner plus de précisions. Merci. Mais... Pour le moment, on s'abstiendra sur ce rapport. Merci. On n'a pas voté encore. Mais bon, donc est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet de la roue? Il n'y a pas d'autres interventions. Nous allons donc procéder au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà, donc le rapport est adopté. Rapport numéro 15. Et là, c'est Madame D'Agostino qui va venir nous parler de versement de subventions. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, Monsieur le maire.
Donc, il s'agit d'un rapport qui concerne en fait le soutien financier de la ville de Marseille donc aux centres sociaux qui jouent un rôle essentiel en matière de cohésion et de préservation du lien social. Donc, ce rapport est proposé par Monsieur Edadi, adjoint en charge du lien social, de la vie associative, du bel âge et de l'animation urbaine. Donc, est soumis à votre approbation le versement à valoir sur le budget 2022 du solde des subventions attribuées aux centres sociaux au titre de l'animation globale et coordination et à l'Union des centres sociaux et socioculturels des Bouches-du-Rhône, donc pour la fonction préventive d'appui aux centres sociaux. Le montant total de la dépense est de 1 273 082 €. 3 centres sociaux sont concernés donc dans le 6-8 pour un montant de 97 765 €. Le centre social Mère et Collines pour un montant de 31 251 €. Le centre social Roi d'Espagne pour un montant de 35 263 €. Et le centre social Saint-Ginier-Milan pour un montant de 31 251 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame D'Agostino. Une intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 16 présenté par Monsieur Perenchio. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, mes chers collègues, avant de présenter ce rapport qui concerne l'octroi de composteurs, je tiens à rappeler que nous sommes en plein dans l'événement national Tous on compost qui se déroule du 26 mars 2022 jusqu'au 10 avril 2022. Dans ce temps, notre mairie d'arrondissement, avec l'aide de Terre de Main, a proposé plusieurs rendez-vous sur la sensibilisation du compostage et la date à venir est la dernière de ce temps est le mercredi 6 avril de 15h à 18h au jardin des Alouades. Concernant le rapport, il émane de la direction adjointe La ville plus verte et plus durable et du service Nature en ville. Il s'agit d'un rapport technique car il a pour objet d'annuler et remplacer la délibération présentée en novembre dernier car certaines conventions annexées n'étaient pas conformes à la convention cadre votée par la métropole. Cette nouvelle délibération porte pour notre secteur sur la mise à disposition de bacs à composteurs pour une durée d'1 an auprès du jardin partagé d'Oasis Plan Vert qui se trouve dans le 8e arrondissement au Parc Pastré. Le jardin est accessible au bout du boulevard de Nice. Ce rapport a obtenu un avis favorable de la Commission et je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Perenchio. Une intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 17, présenté par comment? Monsieur Alexandre Rupnik. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur le maire, très chers collègues, créer une serre pédagogique et de multiplication, c'est ce que Nassera Benmarnia, adjointe aux espaces verts, propose à notre Assemblée d'adopter par ce rapport. Alors, cette serre pédagogique se trouve au sein du Jardin botanique Ekel, qui est une institution de Borilly, qui est dans les dimensions que l'on connaît actuellement depuis 1918 au sein de Borilly. Mais savez-vous, monsieur le maire, c'est monsieur Vincent qui m'a demandé de vous poser une question, mais savez-vous où se trouvait-il avant ? Eh bien, il se trouve que ce n'est pas sa place première. Il se trouvait dans le quartier des Chartreux et avait eu comme marraine une certaine impératrice Joséphine, qui était une grande amatrice de rosiers.
Et malheureusement, la construction du chemin de fer que l'on connaît aujourd'hui, qui se trouve toujours au même endroit, a eu raison de ce premier parc et des terrains avaient été proposés pour le reconstruire quelques années après sur le terrain de l'actuel parc Borély. Aujourd'hui, c'est 1,2 hectares, 3000 espèces végétales qui sont cultivées. Et nous vous proposons la construction d'une serre de 100 mètres carrés et dont l'espace en fait serait divisé en deux parties. 70 mètres carrés pour le stockage et la production de graines et 30 mètres carrés à visée pédagogique. Alors en effet, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par les questions environnementales, qui s'intéressent de plus en plus à la nature, soit par intérêt, mais également par nécessité. Je vous renvoie vers les dernières publications du GIEC, pas plus tard qu'hier. Donc on est sur 100 mètres carrés et qui se matérialiserait en fait par une structure composée d'une chapelle de verre implantée sur un muret en briques, pardon, et qui s'ouvrirait et qui se fermerait par le haut. Donc ce sont des fonctions qui sont liées à la production des végétaux, ça je vous l'ai dit. Alors il nous est demandé d'affecter 280 000 euros pour sa réalisation, pas à la mairie de secteur, je vous rassure, Madame Pilla. Mais ce sont des travaux qui sont nécessaires. Comme je vous l'ai dit, ils sont nécessaires pour assurer les missions du parc, les missions du jardin botanique, c'est-à-dire l'accueil et la sensibilisation du jeune public, toujours la production et la diffusion de graines, et même l'échange avec d'autres jardins du monde, parce que notre jardin botanique regroupe des espèces qui viennent du monde entier. Nous avons un jardin japonais. S'il y a des habitantes et des habitants qui nous écoutent et qui n'ont toujours pas eu l'occasion d'y aller, je leur recommande très vivement d'y aller. Ça vaut vraiment la peine. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, ce qui est soumis à notre vote, en fait, s'inscrit dans les promesses que la majorité actuelle a prises en 2020, celle d'une grandissante place de la nature dans la vie des habitants de notre ville. Merci à vous. Merci, Monsieur Rupnik. Je ne savais pas où était la serre, mais elle a bien fait de déménager dans le 6-8, en tout cas. Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 18, présenté par Madame Rosette Degna-Salone. Bonsoir tout le monde. Alors, André Gassian, adjointe en charge de la politique de la ville de Marseille et de la mobilité. Isabelle Loussine, conseillère déléguée aux personnes en situation de handicap, inclusion et accessibilité, ont présenté et fait adopter au conseil municipal la délibération 18 concernant le plan de mobilité et l'accession des personnes à mobilité réduite au transport en commun. Le plan de mobilité de la métropole Aix-Marseille, approuvé par le conseil de métropole du 16 décembre 2021, prévoit de généraliser la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur l'ensemble de la chaîne de déplacement du territoire métropolitain d'ici 2030. Excusez-moi, je suis un peu... C'est dans ce cadre
que la métropole a sollicité la ville de Marseille pour l'acquisition d'une emprise foncière ainsi que de réaliser des installations permettant aux personnes à mobilité réduite d'emprunter les transports en commun. En ce qui concerne la mairie de Bagatelle, 6e et 8e d'arrondissement, la ville de Marseille a voté l'acquisition d'une emprise foncière de 1800 m² de parcelles de communes cadastrales 843 D0014 en accord avec la direction des parcs et jardins qui sont affectaires du parc Chanot situé en bordure de la station de métro. L'objectif est de pouvoir installer 3 ascenseurs afin de garantir l'accessibilité de cette station aux personnes à mobilité réduite. Les emprises à céder à la métropole au terme du chantier font partie de 1800 m² à disposition et seront déterminées ultérieurement. En tout état de cause, la superficie à céder sera intérieurement à celle mise à disposition. Excusez-moi. Une nouvelle délibération du conseil municipal fixera les conditions judiciaires et financières de cette cession. Il est précisé que la démarche des travaux est conditionnée par l'obtention d'un permis de construire. Comment on dit ça? Ce rapport a eu un avis favorable. Moi, je vous rajoute, nous réjouissons pour les personnes handicapées d'avoir 3 ascenseurs afin de pouvoir prendre le métro Prado. Et désolée, c'est la première fois que je suis au pupitre. Une intervention, Madame Pila, j'imagine? Non. Bon. Bien volontiers. Rajoutez pas. Non, je n'avais pas prévu d'intervenir, monsieur le maire, mais simplement, donc, la mise en accessibilité, effectivement, des stations de métro est une priorité de la métropole. C'est 40 millions d'euros qui vont être investis. La première station qui sera accessible, c'est Saint-Charles en 2023. Saint-Charles, c'est une opération spécifique financée par la RTM. Toutes les autres opérations d'accessibilité le seront donc par la métropole à hauteur de 40 millions d'euros. Les suivantes en 2024 et toutes les stations seront accessibles en 2028. Voilà, c'était un complément d'information. Et merci, madame, pour votre présentation. Merci à vous, madame. En tout cas, c'est une grande avancée pour le handicap à Marseille et nous en sommes très heureux. Donc ce rapport a reçu un avis favorable de la commission et nous le mettons aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et nous allons clore ce conseil d'arrondissement. Et je vous fais remarquer que c'est le premier conseil d'arrondissement de l'année où il continue à faire jour quand on a terminé.